Bonjour, bienvenue à TV Liberté, à l'émission Géopole. Nous allons traiter aujourd'hui le Liban, qui est d'actualité. Le Liban, où une taxe de trop a fait exploser le vase. Alors pour cela, je reçois la journaliste Maya Kadra, qui est donc journaliste spécialisée sur le Liban, qui est lauréate du prix du journalisme francophone en zone de conflit, et professeure et directrice du département culturel général et humanité à l'IPAC Business School, à Paris. Oui. Donc bonjour Maya Kadra. Donc, vous venez d'arriver du Liban, en fait, vous y étiez pour quelques jours, pour couvrir un peu, j'imagine, ce qui s'y passe. Et donc je vais juste rappeler aux téléspectateurs le contexte de ce qui est arrivé avant de vous poser la première question. Donc rappelons juste que le gouvernement libanais a décidé d'une nouvelle taxe récemment sur la messagerie WhatsApp, c'est-à-dire sur les communications gratuites par téléphone portable, une taxe modique, en somme, de 6 centimes de dollars, il me semble, par jour. Et donc, enfin, ça ne devait pas excéder les $10 par mois, mais c'était la taxe de trop, parce qu'il faut savoir que ça fait à peu près quelques années que la TVA augmente, les taxes sur les revenus financiers augmentent, il y a une inflation galopante, et puis surtout un risque d'évaluation de la monnaie qui inquiète beaucoup les Libanais. Donc tout ça a fait exploser un ras-le-bol qui durait depuis un certain temps. Ça a fini dans la rue. Plus d'1 million de personnes ont manifesté, ce qui est énorme pour un pays qui compte à peu près 5 millions d'habitants. Donc je ne sais pas si vous imaginez un peu le rapport. Alors, et puis tout ça a dégénéré aussi en revendications politiques, en revendications une sorte de revendication de changement de la classe politique très corrompue. Et puis ça déborde de tous les côtés. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voulais voir avec vous un peu ce que vous pensez de cette première, ce qu'on a appelé une sorte de révolution à la libanaise, qui est une révolution pacifique, en somme. Les Libanais sont descendus dans la rue. Alors, en Occident, ce qu'on a retenu le plus, ce qui m'a moi personnellement marqué, mais vous allez me dire si c'est réel ou pas, c'est pour la première fois, une énorme manifestation qui a rassemblé, dit-on, toutes les communautés, ce qui est rare. Alors, je rappelle aussi aux téléspectateurs que le Liban est un pays multiconfessionnel. Le confessionnalisme est inscrit dans la Constitution. Donc, tous les pouvoirs sont partagés par les différentes communautés chrétiennes comme musulmanes. Et donc, le président de la République est chrétien, le Premier ministre est musulman sunnite, le président de la Chambre des députés est musulman chiite, et ainsi de suite. Toutes les hautes fonctions de l'État sont partagées de cette façon. Donc, et les Libanais n'ont pas la même conception du tout de leur avenir, de la culture, de tas de choses, de l'éducation et de tout. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'unité multiconfessionnelle dans cette manifestation et dans ces revendications? Tout à fait. Il y a une unité nationale, justement parce que ce mouvement ou bien cette révolution, elle est décentralisée. Ça a touché vraiment plusieurs régions au Liban. Et on sait bien que les confessions au Liban, elles sont réparties géographiquement. Donc le fait que ça éclate partout, dans les fiefs chiites du Hezbollah et d'Amal, dans les fiefs sunnites comme à Tripoli. Pardon, je vous coupe, mais ça, on va en parler parce que c'est la première fois, autant chez les sunnites, chez les druzes, chez les chrétiens, c'est déjà arrivé. Il y a des soulèvements de cette ampleur. Chez les chiites, c'était une première, mais on en parlera après. Tout à fait. Donc c'est ce qui prouve que c'est un mouvement décentralisé, et du fait qu'il soit décentralisé, il est multiconfessionnel et il est vraiment un indicateur d'unité nationale. Et ces gens-là ont été motivés par 2 sentiments, je pense. Le premier sentiment, c'est la soif pour la dignité, d'être des citoyens qui vivent dignement sur un plan économique, mais aussi ils ont été motivés par un sentiment de soif de souveraineté, parce que le pays, le Liban, on lui a ôté sa souveraineté, que ce soit sa souveraineté économique, parce qu'au pouvoir, on a les grands oligarques, on a aussi le népotisme qui grignote l'État. Ça ressemble un peu à un morceau de gruyère, donc il y a du népotisme partout, même dans les moindres petites institutions étatiques. Donc tout ça, ce système qui est complètement délétère, qui est en déconfiture totale, a mené à ce ras-le-bol, en effet, généralisé, et qui a touché toutes les confessions et toutes les classes sociales aussi, et pas les plus démunis. On a vu la bourgeoisie de Beyrouth qui a également rejoint les manifestants. D'où cette soif de dignité, d'où cette soif chez les Libanais d'être des citoyens
bien enracinés dans leur pays, avec une dignité. On va revenir sur les différentes classes sociales, justement, c'est intéressant, mais il faut rappeler aux téléspectateurs que, en fait, le Liban était vu comme une sorte de semi-paradis fiscal, puisqu'on paye très peu d'impôts au Liban, les taxes ne sont pas très élevées. Juste pour donner un exemple, l'impôt est à 10% sur le revenu, sur les sociétés aussi. La TVA était de 10%, elle est passée à 11%, elle risquait d'être augmentée une fois de plus. Le problème, c'est que les Libanais sont habitués à payer peu d'impôts et de taxes, mais en contrepartie, ils n'ont rien. C'est ça qu'il faut... C'est peu d'impôts, mais il faut rappeler aussi que la TVA, et ça c'était le plus grand scandale dévoilé par toutes ces mobilisations, c'est que la TVA allait direct dans les poches des ministres, de certains ministres. On ne va pas nommer actuellement parce que... Comment? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Eh ben, le système financier, il est vraiment tenu par les ministres et par la caste politique féodale et oligarque et corrompue qui est au pouvoir. Et donc la TVA allait dans les poches des ministres. Il y avait des commissions sur les services douaniers. Donc à chaque fois, oui, il y a des commissions surtout au Liban. On dérobait de l'argent public en fait pour mettre dans les poches des ministres. Et tout ça, c'est maintenu par un système, par un rapport de force qui est bien maintenu. Il y a les chiites avec le pôle Hamal et Hezbollah. Il y a les sunnites avec l'héritage de feu président, Premier ministre Hariri à travers son fils. Et il y a également un certain pouvoir émergent qui est celui du gendre de président Aoun, qui a l'appui du Hezbollah. Donc tous ces gens-là, ils se partagent le butin financier de toutes les recettes économiques et financières du pays. Oui. Donc il y a une force politique qui sous-tend cette corruption. D'où le danger de la situation. Alors, rappelons aussi, donc, quand je dis ils n'ont rien en contrepartie, c'est-à-dire que l'électricité, ils la payent très cher, mais elle est coupée la moitié du temps. On la paye deux fois. Ils la payent deux fois parce qu'ils sont obligés de payer des sociétés privées qui compensent. Ils payent tout extrêmement cher. L'école est à 99% privée, les universités aussi, les hôpitaux aussi. Il n'y a pas de système de retraite, en tout cas dans le secteur privé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité sociale. En fait, l'État empoche peut-être pas beaucoup par rapport à l'Occident, mais en fait, il ne dépense rien. Donc, d'où la question, que fait-on de tout cet argent? Parce que l'État... Alors oui, le gros problème, c'est que c'est un État surendetté. Donc la dette dépasse... 90 milliards. Voilà, donc en fait c'est pratiquement un peu plus que 100%, ça dépasse 100% du PIB. Tout à fait, oui, ça dépasse largement. Les 100%. Donc c'est un des pays les plus endettés du monde, et c'est un pays riche. Placé 138e en termes de corruption. De corruption. Quand même, mais ça, c'est énorme, un pays donc extrêmement endetté, alors qu'il ne dépense rien et il encaisse, parce qu'on a oublié la douane qui est très élevée au Liban, le droit de douane. Donc que fait-on de tout cet argent? On ne paye pas les fonctionnaires avec tout cet argent, hein, même si... l'armée a un matériel complètement désuet qu'elle a reçu gratuitement souvent de pays divers. Les salaires des fonctionnaires ne justifient pas toute cette gabegie. Alors, où passe l'argent si ce n'est dans les poches des gouvernants? Alors on sait qu'il y a des commissions sur tout ce qui bouge. Hein. Chaque fois que l'État signe un contrat, pour des infrastructures, pour quoi que ce soit, la commission, alors on est habitué en Europe à la corruption qui consiste à toucher une commission d'un certain pourcentage. Il me semble qui est très pudique par rapport à la commission qu'on touche au Liban. Au Liban, la commission dépasse largement le montant du contrat. C'est-à-dire on signe un contrat pour 100 millions, la commission des 300 millions. C'est un peu ça, hein. Dites-moi si je me trompe. Non, mais c'est tout à fait ça, même si c'est une métaphore un peu exagérée, mais ce n'est pas très loin, de la réalité. Alors pour revenir aux sources en fait de ce phénomène très endémique au Liban, je vais faire un petit rappel chronologique en 90. Alors, une question, est-ce que ça a toujours existé? Parce qu'il y a toujours eu de la corruption, j'imagine, même en Europe, il y en a. Mais est-ce que ça a toujours été à ce niveau? Oui, ça existe depuis la fin de la guerre. Et qui a mis en place ce système? Donc, vous voulez dire que ça a changé? Il y en avait avant, mais disons que la proportion... Il y avait un état de droit en 75 avant l'éclatement de la guerre. Il y avait un peu de corruption. Comme partout. Très peu de corruption. Ça va vous étonner, mais le Liban était très bien organisé, d'après tous les témoignages, d'après ce que me raconte mon père, mon grand-père, etc. On sentait qu'il y avait un état de droit. Pendant la guerre, évidemment, il n'y a pas d'état de droit. Tout le monde se battait contre tout le monde, s'opposait à tout le monde. Mais c'est vraiment en 90, après la fin de la guerre, avec la reconstruction du Liban et les grands projets immobiliers qu'on a reçus, que ce système a été mis en place, mais d'une manière inextricable. C'est-à-dire que le système de la corruption est devenu
intimement liées à la politique et à l'exercice politique qu'il y avait pendant cette période entre 90 et 2005. C'était la période de l'occupation syrienne. Et bien, les Syriens au Liban, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se partageaient tout, mais même ils laissaient les petites miettes aux grands oligarques libanais, et c'est eux qui les soutenaient. Qui les soutenaient, les oligarques évidemment. libanais qui étaient leur soutien. Tout à fait. Mais il y a aussi, à la fin de la guerre, il y a une parenthèse peut-être importante, c'est que la Constitution a été modifiée. Oui, c'est les accords de Taïf. Voilà, et donc tout le système a changé, et peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, peut-être que la nouvelle Constitution instaurée en 1990 incitait aussi à ça, non ? Non, pas vraiment. Ce n'est pas ça. Les origines de ce problème, ce ne sont pas des origines constitutionnelles, même si je critique beaucoup cette nouvelle constitution. Mais vraiment, c'était ce système de corporatisme installé par les Syriens. Et ça, il faut demander la question. Mais il n'est plus là, à feu président Chirac. Il savait où allait l'argent des Français, Paris 1, Paris 2. C'était 75% pour les Syriens. Le reste, c'était pour quelques projets d'infrastructures au Liban, et pas plus que Paris 1, Paris 2. 5%. Alors, c'était des congrès comme celui de Cèdre, organisés sous la houlette du président Macron, pour donner des aides financières au Liban afin de faire des projets. Sauf que le président Chirac aimait tellement le Liban qu'il a donné de l'argent sans vraiment demander des comptes après. Et cet argent allait dans les poches des Syriens, dans la poche du régime du Baas en Syrie. Les 25% qui restaient, c'était réparti entre les politiciens au Liban, et 5% seulement étaient investis en infrastructure. Le président Macron, cette année, après Cèdre, il a suspendu toute aide en attendant les réformes de l'État libanais. Or, ces réformes n'ont pas été mises en place. C'est pour cela qu'il a suspendu les aides financières de la France. Donc, c'est une longue tradition que d'aider le Liban, mais on sait très bien que c'est une poche percée, en fait, et que l'argent, il va être dilapidé et perdu. Alors, certains journalistes ont rapporté que non seulement les manifestations étaient multiconfessionnelles, il faut rappeler tout de même si elles étaient multiconfessionnelles, à part dans le centre-ville de Beyrouth, on ne manifeste pas ensemble, en réalité. Comme vous l'avez dit, c'est décentralisé, c'est-à-dire les chrétiens manifestent dans les villes chrétiennes et les chiites dans les villes chiites, les musulmans sunnites dans les... Voilà. Parce que ce sont les mêmes revendications. Oui, mais si vous voulez, ça a été rapporté, moi j'ai suivi un peu ce qu'on en a rapporté dans les médias français, et on expose le sujet comme si c'était un melting pot jovial. Ah non, le melting pot, c'était plus à Beyrouth, vous avez bien raison. En fait, j'ai l'impression qu'on met le projecteur sur le centre-ville de Beyrouth, et comme si c'était tout le Liban. En réalité, c'est un peu les bobos libanais, le centre-ville de Beyrouth. Oui, tout à fait, avec des slogans qui ressemblent aux slogans mai 68 art, etc. Voilà. Mais les projecteurs des médias ont été mis ce n'est pas à Beyrouth que se joue la révolution. Beyrouth, c'est vraiment la bourgeoisie beyrouthine, c'est la vitrine, un peu c'est la vitrine éduquée, civilisée, cultivée, mais Ajal Edib, Azouk, Ajounieh, ce sont des villes chrétiennes où également on a coupé des routes et on a manifesté, et c'est toujours une même bourgeoisie, mais un peu plus traditionnelle, un peu plus conservatrice. Alors justement, à propos traditionnel, parce qu'on a vu des slogans, et on se demande quel rapport avec ça, avec la crise économique et les taxes. On a vu des pancartes pour la libération du cannabis, on se croirait à Paris, d'autres sur des sujets de féminisme, ça paraît complètement anachronique par rapport Non, c'est anachronique, et c'est juste, il y a quelques militants de la société civile qui veulent sortir du lot et se démarquer, et montrer qu'il y a des slogans qui sont différents, des revendications qui sont plus urgentes. Ce sont les revendications de l'ordre vital pour vivre au Liban. Ça, c'est souvent les chrétiens, la bourgeoisie, c'est une certaine, je dirais une certaine bourgeoisie. Il y a une gauche qui était enterrée après la guerre, c'est la gauche communiste, laïque, etc., qui est ultra très libérée, mais qui a pour inspiration des références comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Genet, Deleuze et Foucault. Que représente-t-elle réellement au Liban? Elle représente, moi, je ne les vois pas, ces gens-là, quand j'y vais. Oui, non, je discute. Ça existe dans certains quartiers, comme à Hamra, c'est un quartier très bobo hipster. Mais qu'est-ce que ça pèse dans le Liban actuel? Alors, ce que ça pèse, c'est que c'est numériquement, c'est cette jeunesse un peu boboisée. C'est quand même 25% de la jeunesse, c'est le quart. Mais oui. Mais 75% de la jeunesse, elle a... De la jeunesse de Beyrouth parce que très honnêtement, quand vous allez à Tripoli, si vous allez dans une ville comme Tripoli au nord du Liban, qui est pratiquement
à 90% islamiste. Si elle n'est pas islamiste, c'est Tripoli. Elle a donné un excellent exemple. En fait, c'était la fête à ciel ouvert avec, je sais bien. Avec des slogans qui n'ont rien à voir avec l'islamisme. En fait, Tripoli, elle a vaincu l'islamisme. Elle a eu la tentation islamiste. Il y a quelques années, c'était une ville islamiste. Il y a quelques années, il y a eu des affrontements, en effet, comme des guerres de quartier, entre quartiers à Tripoli, qui ont été rapidement endigués, même si ça a fait un peu saigner à blanc la ville pendant 2 ans. Mais là, Tripoli, elle a donné l'exemple d'une ville qui vraiment pourfend le système de corruption, une ville qui veut vivre et une ville qui est surtout en réconciliation avec son histoire, parce que Tripoli, c'était quand même une ville côtière avec ses ports qui est très libre, où il y a les bordels, où il y a les bars, etc. Et on retrouve aujourd'hui, mais depuis 2 ans à peu près, à Mina, c'est-à-dire la région du port de Tripoli, le même spectacle que dans les années 60. D'accord, parce Tripoli a fait il y a une encore évolution quelques années, quand même. c'était une ville où quand vous y alliez, c'était frappant, c'est qu'on voyait que des gens habillés en islamiste, etc. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça l'importance de la révolution, en fait, c'est qu'elle a vraiment éloigné et écarté. Je ne sais pas si elle a éloigné ça, si elle va l'éloigner pendant longtemps, mais elle a éloigné le spectre islamiste de Tripoli. D'accord, mais quand vous dites 25%, encore une fois, à Tripoli, dans le sud du Liban, chez les chiites, le Liban... Ils n'ont pas ces revendications. Voilà, c'est pour ça que le chiffre, le nombre de 25% me paraît... Des jeunes universitaires au Liban Oui, mais combien de jeunes sont universitaires au Liban, vous voyez? Enfin bon, en tout cas, il y a une autre revendication qui a été mise en lumière et qui fait beaucoup plaisir à certains médias français, c'est la revendication de la fin du communautarisme. Alors, ce qu'on appelle le communautarisme... Le confessionnalisme. Oui, le communautarisme confessionnel. En fait, c'est le partage du pouvoir au Liban qui est constitutionnel entre les différentes communautés chrétiennes, musulmans chiites, musulmans sunnites, etc. Et donc, on voit en ça, en France, une sorte encore une fois, de melting pot, de multiculturalisme, etc. Mais là aussi, moi, je vais souvent et j'interroge les gens, je discute avec les gens. Je n'ai pas vu cette réclamation. Alors, est-ce que c'est une réclamation du centre-ville de Beyrouth, de ces 25% de jeunes... C'est une réclamation du centre-ville de Beyrouth, en effet. Parce que tous ceux qui blâment le système confessionnel pour tous nos maux, ils ont tort. Et c'est une erreur de lecture du spectrum politique. Comment ils expliquent d'ailleurs le confessionnel? Quel rapport entre le confessionnalisme et la corruption? En fait, c'est des slogans qui sont faciles, en fait. Oui, vous êtes les chefs féodaux, confessionnels, etc. Donc, toute la crise, elle est due au système confessionnel. Mais tout le monde n'est pas dupe, en fait, et ce n'est pas une revendication centrale. C'est la revendication qui plaît aux médias, qui est un peu rutilante et qu'on retient. Mais ce n'est pas vrai. Et le Liban a toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas le système confessionnel qui a nuit aux Libanais. Ce système, je le rappelle, a existé depuis le 19e siècle. En 1840, c'était le système des 2 Caïm Makama au Mont-Liban. Donc il y avait des conseils multiconfessionnels, par exemple 70% pour les chrétiens, 30% pour les musulmans, parce que les chrétiens étaient beaucoup plus nombreux au Liban. Ce système s'est perpétué en 1860 avec la Mutasarrifia, qui est issue du protocole avec les Français et l'Autriche et d'autres pays. Et ce système également a été pas mis en place, enfin il s'est perpétué. Et c'est la Constitution, elle ne privilégiait pas une communauté aux dépens d'une autre, en fait. Mais c'est un système consensuel qui fonctionne au Liban. Est-ce qu'on peut dire que sans ce système, les chrétiens du Liban, qui sont une exception dans la région, je veux dire par exception, c'est le seul pays où les chrétiens ont un pouvoir de manière souveraine. C'est-à-dire que le pouvoir, on ne leur donne pas par gentillesse, ils l'ont de droit. Parce que c'est le fruit de plusieurs siècles de combat aussi. Exactement. Donc ce sont peut-être le seul pays dans cette région où les chrétiens arrivent au pouvoir et ont le pouvoir de manière autonome. Est-ce que la fin du confessionnalisme, est-ce que ce ne serait pas probablement la fin de cette autonomie, de ce pouvoir? C'est-à-dire, je veux dire par là que je ne connais aucun pays dans lequel les chrétiens sont minoritaires, parce que rappelons que les chrétiens étaient majoritaires dans le Grand Liban au début du siècle dernier, et ils sont devenus minoritaires, comme partout.
et donc ils sont maintenant minoritaires, ils sont quand même très nombreux, on ne sait pas très bien combien, mais on estime à 40%, certains disent 35%, mais peu importe, c'est une forte minorité. Mais dans aucun autre pays où les musulmans sont majoritaires, on ne voit un non-musulman, qu'il soit chrétien ou autre, accéder à la moindre parcelle de pouvoir. Donc est-ce que la fin du confessionnalisme ne serait pas la fin de cette indépendance et de cette autonomie des chrétiens? Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ça c'est une affirmation que j'assume en fait et que j'ai déjà dite dans un autre média. La fin du système confessionnel, ça sera la fin des chrétiens. Pas parce que les autres vont nous happer, etc. Mais parce que c'est une exception justement. Et cette exception, elle a besoin d'un système spécial qui se démarque des systèmes des pays du voisinage et c'est ce qui garantit en fait leur survie. Et pas une survie, c'est ce qui garantit une certaine dignité d'existence. Oui, c'est pas la survie. On peut vous dire qu'ils survivent ailleurs, mais en réalité, là, ils ne survivent pas. Là, ils sont les égaux des autres, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et ils sont les égaux des autres grâce à ce système, mais pas que, grâce à leurs compétences, grâce à leur éducation. 70% du système éducatif au Liban est francophone et il est tenu majoritairement par des congrégations catholiques. En fait, le Liban, il est basé sur les chrétiens, que ce soit historiquement, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur les musulmans aussi, mais les chrétiens ont été les pionniers et le fer de lance de la revendication du Grand Liban, même avec le patriarche Wayek en 1920, donc 1918, pardon. Oui, mais il y a une exception. Alors, je dois rappeler aussi que le Liban, parce qu'on a fait beaucoup de comparaisons ces derniers temps entre le soulèvement au Liban et ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Algérie, etc. Alors, il faut rappeler peut-être que le Liban est la seule démocratie dans la région. Alors, on parle de la Tunisie depuis peu, qui n'est pas tout à fait dans la région d'ailleurs. La Tunisie est au Maghreb. C'est le Maghreb, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais dans tous les cas, dans tout le monde arabo-islamique, si tant est qu'on puisse inclure le Liban dans un monde arabo-islamique. Enfin, c'est un peu particulier. C'est la seule démocratie. Restons sur le mot exception. Voilà. Donc c'est une démocratie imparfaite, mais c'est une démocratie. Les présidents au Liban changent tous les 6 ans. Il y a des élections législatives tous les 4 ans, même si parfois elles sont reportées pour des raisons de guerre civile, etc. Mais ça n'a jamais été, d'ailleurs, le Liban, depuis qu'il existe, une dictature. C'est le premier élément qui le différencie de ses voisins. Mais aussi, comme vous le dites, c'est un pays d'abord où les chrétiens ont un certain pouvoir, et pas négligeable, mais surtout le système éducatif. Parce qu'on compare souvent les chrétiens du Liban aux chrétiens de Syrie, aux chrétiens d'Irak, aux chrétiens d'Égypte, etc. Sauf que... Une comparaison très fausse et très biaisée d'ailleurs. On a des histoires différentes, et c'est l'histoire qui fait un peuple et une communauté. On ne peut pas comparer, parce que nos histoires sont différentes. Alors, citez-moi peut-être un exemple de différence flagrante sur l'histoire. C'est une histoire en fait qui est kaléidoscopique. Si on veut commencer par l'Église, par exemple, au Liban, la majorité qui est les maronites ont choisi Rome, ont fait le choix de Rome, du Vatican. Les orthodoxes sont restés orientaux, donc c'est resté une église orientale. C'est pas un mauvais choix, mais je cite les faits. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les seuls chrétiens qui peuvent être classés sous la bannière de peuple martial qui s'est battu, c'est les chrétiens du Liban, ce sont les maronites montagnards. Donc déjà, la géographie est différente, c'est la montagne, il y a les caves, les grottes. C'est une histoire de résistance, c'est une histoire de combat aussi. Oui, moi je dirais... Et Ellington, qui est un anthropologue des religions, il dit, quand il définit les maronites, qui sont les chrétiens majoritaires au Liban, mais je parle moi de tendance maronite, parce que même les autres chrétiens au Liban ont cette tendance aussi. On peut dire que le maronitisme, qui est une sorte de nationalisme, le nationalisme libanais, est à l'origine un maronitisme. On peut dire qu'ils ont englobé avec eux les autres chrétiens du Liban. Politiquement, je veux dire. Politiquement, enfin la majorité. Voit plus la différence, la majorité, mais pas tout le monde. Et Ellington disait, en définissant les maronites, il disait « peuple martial du Moyen-Orient ». Donc on est connu pour ça. Les Syriens ne se sont jamais battus. Non, voilà, la grande différence, si on peut résumer... Pendant les grandes hégémonies musulmanes, et ils se sont convertis. Parce que c'était des commerçants, les orthodoxes et les commerçons. Oui, rappelons qu'il y a beaucoup de musulmans syriens, enfin beaucoup de Syriens aujourd'hui musulmans qui sont d'origine chrétienne. Il y a un autre point très important, que vous venez de le dire, peut-être que c'est le plus important, c'est que les chrétiens du Liban, ce sont, enfin je veux dire les maronites, mais avec eux, avec tous les autres chrétiens qu'ils ont englobés dans leur nationalisme, ont marqué surtout par leur volonté de se défendre, leur volonté de s'imposer, de se combattre. Voilà. Ce sont les seuls chrétiens d'Orient qui ne se sont pas soumis à un autre régime. Je vais ajouter également que ce sont des chrétiens qui ont été anoblis par Saint-Louis. Bon, c'est de la vieille histoire, mais je suis très...
Je m'intéresse beaucoup à cette histoire parce que ça fait partie de mon travail de recherche académique en fait. Les chrétiens étaient, alors dans le royaume de Jérusalem, passaient juste après les chevaliers français, les nobles français, ils passaient juste après, c'était les nobles de la région, donc ils ont été anoblis. Ils ont toujours eu ce lien de proximité et d'affection même, avec la France, avec la monarchie et avec le Vatican en même temps. Donc ces chrétiens-là, ils ont déjà frayé leur propre chemin dans l'histoire. Et c'est ce qui a conduit à tous leurs choix souverainistes plus tard. Voilà, c'est le mot souverainiste qui peut le mieux les qualifier, peut-être par rapport aux autres chrétiens, et c'est ça qui fait leur différence. Alors, on va peut-être marquer une pause et on va revenir sur le sujet original, c'est-à-dire la corruption, et qui a débordé, en fait. Finalement, les revendications économiques et sociales ont débordé sur la politique, puisqu'on a vu très vite les manifestants glisser leurs slogans vers les revendications politiques. La chute, notamment des termes comme la chute du régime, nouvelles élections. Il n'y a pas de régime au Liban. Il n'y a pas de régime, mais c'est ce qu'ils revendiquent. Exactement. Mais ils revendiquent aussi la démission. Ils ont revendiqué la démission du gouvernement, c'est chose faite. Maintenant, ils revendiquent la démission du président et de nouvelles élections législatives. On va marquer une pause, on va reparler de tout ça dans quelques minutes. Voilà, donc nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission, qui va être un peu plus politique peut-être, puisque les manifestants ont basculé dans le politique, on va basculer nous aussi. Alors avant, donc, on a vu les revendications contre le confessionnalisme au Liban, ce qu'on appelle le confessionnalisme. Vous savez ce que c'est l'hétérotylie ? Non. Alors l'hétérotylie, c'est un phénomène qui consiste à ce que vos revendications, lorsque vous faites des revendications, vous arrivez à un résultat inverse. C'est ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire vous réclamez quelque chose, vous battez pour, et à la fin, votre combat vous mène à juste le contraire de ce que vous avez réclamé. Et donc, c'est arrivé, par exemple, pour vous donner un exemple concret aux téléspectateurs, ce sont, par exemple, en France, ceux qui ont fait venir le général de Gaulle pour conserver l'Algérie, au départ, en 1958. Et c'est ce même général de Gaulle qui a donné l'indépendance à l'Algérie, qui les a mis en prison à la fin. Et donc, est-ce qu'au Liban, certains manifestants ne risquent-ils pas de tomber dans l'hétérotylie ? C'est-à-dire, ils sont arrivés pour réclamer la fin des taxes, la fin de la corruption, le changement de gouvernement, et puis ça glisse vers un changement de la constitution, des coutumes, c'est-à-dire le confessionnalisme, etc. Et ce sont ces mêmes personnes qui réclament la fin du confessionnalisme. Si jamais ce confessionnalisme est aboli, ils vont se retrouver probablement sans aucun pouvoir et sous la botte de l'islam. Et donc ils auraient obtenu juste le contraire de ce qu'ils réclament. Il y a déjà, c'est un courant très minoritaire et ce n'est pas la revendication phare des manifestants. Deuxièmement, la botte de l'islam au Liban, elle existe en effet sous sa forme chiite, intégriste, c'est le Hezbollah. Donc en effet, il y a cette menace. Je pense que tous les manifestants, ils sont un peu très conscients de ce danger. Parce que ce qui a empêché le gouvernement de chuter pendant les 13 premiers jours, parce que le gouvernement, il a démissionné, Saad Hariri a démissionné au bout de 13 jours de pression dans la rue. C'était à cause de Hassan Nasrallah que cette démission a été empêchée. Qui est donc le patron du Hezbollah libanais. Oui, c'est le secrétaire général qui a menacé, qui a été livré 2 discours à l'attention des Libanais sur des accents de menace. Il a dit... Je ne peux pas permettre à ce gouvernement de démissionner. Quelle est sa légitimité constitutionnelle, sa légitimité institutionnelle aussi ? Eh bien, zéro. C'est un chef de milice. Et donc, c'est ça le plus grand danger. Et je pense que non, les manifestants, ils sont très conscients de ce danger. Et je pense que cette revendication d'abolir le système, elle est très minoritaire au sein de ce mouvement. Et c'est vraiment ce que les médias montrent. Parce que c'est la minorité. Mais vous savez pourquoi je vous pose la question ? Parce que, effectivement, je pense aussi qu'elle est minoritaire, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, parce que je discute avec des Libanais, je vais sur place, je vois, et effectivement, je ne vois pas grand monde réclamer ça. Non, je vous dis ça parce que, même si elle est minoritaire,
ça a été attrapé au vol par ceux qui le voudraient bien. Je veux dire par là, le président de la République, qui est lui-même chrétien, Michel Aoun, ça, ce n'est pas nouveau, parce que de tout temps, il revendique un État civil, laïque, oui, en etc. fait, il invite à ce que ça soit après lui le déluge, en réalité. Ça arrive souvent, ça, vous savez, il y a des personnages comme ça, qui, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils n'ont aucune envie que quelqu'un d'autre les remplace. Il faut qu'ils soient les derniers. Donc, il le réclame, parce que comme ça, après lui, il n'y aura plus jamais de président chrétien au Liban. Mais bon, cela dit, ça a été il a établi une feuille de route. C'est très plausible, ce que vous dites. Hein, c'est inconscient, peut-être chez lui, ou conscient, je ne sais pas, mais c'est très plausible. En tout cas, j'ai vu qu'il a établi une feuille de route en 3 points. Le premier point, problème de la corruption. Deuxième point, problème économique. Et troisième point, établir un État, ce qu'il appelle lui l'État civil, c'est-à-dire un État laïque. Mais c'est ça. Attention, pardon. On doit préciser tout de même que quand on dit État laïque, on doit préciser le Liban est un pays plus ou moins laïque. Mais quand on dit État laïque, ça veut dire un État non confessionnel, ça veut dire qu'on ne partage plus le pouvoir entre communautés. Et alors que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, ce n'est pas du tout d'actualité. Les gens ont des problèmes graves économiques. Il y a, comme vous venez de le rappeler, un mouvement politique au Liban qui est une milice qui a plus d'armes que l'armée libanaise. Il y a des problèmes, des menaces de terrorisme. Il y a 1,5 million de réfugiés syriens dans un pays qui compte 5 millions d'habitants. Un peu moins. Un peu moins. Et donc, et voilà que le président met un des 3 points les plus importants pour lui, c'est la fin du confessionnalisme. On s'étonne et on se demande si c'est pas... La stratégie du président, c'est de gruger un peu. Allez, je balance une première réforme. Ça, je calme une partie de la rue qui est la plus démunie. Et là, je parle d'état civil. Là, je vais calmer les petits bobos de Beyrouth. Oui. Et c'est comme ça qu'il va gruger dans tous les milieux. Et qu'il va se redorer le blason. C'est très dangereux, en fait, parce que ça, c'est la politique opportuniste qu'il mène depuis 89. Les gens ont été un peu bernés au Liban par ce président. Là, c'est la force militaire, c'est la force légitime, etc. Mais ce qu'il a fait en tant que chef militaire à la tête de l'armée, c'est d'affaiblir la région, ce qu'on appelait la région de Beyrouth-Est, en fait, qui était la région où les chrétiens, depuis Béchir Gemayel, ont résisté, et bien avant Béchir Gemayel, ont résisté pour garder leur existence intacte dans ce pays. Après, ce général, il est venu pour les affaiblir. Donc, au lieu d'aller chasser les occupants syriens, ou bien les Palestiniens, ou bien les djihadistes qui étaient des mercenaires de partout, au lieu de se battre contre ces gens-là, il s'est battu contre les chrétiens. Parce qu'évidemment, et derrière tout ça, il y a une ambition très mégalomane, en fait. Ce monsieur, il a toujours voulu être président de la République du Liban. Quand les Syriens n'ont pas tenu leur parole, parce que quand même Hafez el-Assad, il a promis au général Aoun à l'époque, après le sommet de Tunis, 89, il a promis au général Aoun de le placer à la tête de la République libanaise. Quand il a compris, le général Aoun, qu'il a été berné, il a mené la guerre de la libération, entre guillemets, contre les Syriens. Mais par contre, en revanche, il a été laissé ses soldats tout seuls, démunis, face à une armée plus grande qu'eux, et lui, il a fui. Donc c'est une personne qui n'a pas une histoire glorieuse. Et pour revenir à s'allier avec ces mêmes Syriens, d'ailleurs. Il s'est allié avec les mêmes Syriens, il s'est allié avec la pire des milices qui existent au Moyen-Orient, c'est le Hezbollah, parce qu'il est très bien organisé, parce que ses tentacules touchent même l'Amérique latine avec les réseaux de trafic de drogue, de trafic d'organes aussi, en Afrique. Et c'est une milice qui est directement financée par l'Iran, qui est un État islamiste. Mais est-ce que ce qu'il vient d'annoncer dans sa feuille de route, ça ne va pas être pris un peu au vol par les chiites, par exemple, qui vont dire « mais pourquoi pas, finalement, parce que ça les arrange ». C'est là le point qu'on pourrait qualifier de dangereux. Aucune réforme, en fait, n'est prise au sérieux par la rue libanaise. D'accord. Donc tout ce qui se passe après, ça sera vraiment un affrontement direct avec cette rue, qui est toujours tout aussi motivée. Alors, ce qui peut se passer comme scénario, c'est comme les scénarios qu'on voyait dans les années 90, ce sont des scénarios qui jouent la carte sécuritaire. Allez, pour alimenter des appréhensions et des clashs intercommunautaires, parce que, pour une fois, les Libanais sont unis, je vais faire un attentat dans une église ou bien dans une mosquée. Et c'est comme ça où vraiment les craintes communautaires et les craintes confessionnelles, elles vont se réveiller de nouveau. Et c'est ce qu'on fait dans tous les systèmes sécuritaires, comme par
par exemple, en Syrie avec le régime du Baas. Et je trouve que c'est un scénario qui n'est pas loin, parce qu'on l'a déjà fait en 94 ou 93, avec l'attentat qui a visé Notre-Dame de la Délivrance. On l'a fait contre les 2 mosquées à Tripoli. Et on a découvert, là, en fait, le verdict a été prononcé la semaine dernière, que c'était le régime syrien, c'était 2 colonels. On rappelle juste aux téléspectateurs que, en fait, vous faites allusion à des attentats qui ont eu lieu dans les années 90. Dans des lieux de culte. Dans les 2 lieux de culte. Dans les années 90, sous l'occupation syrienne, qui avaient été attribués à des opposants et il s'est avéré par la suite que c'était les services syriens qui manigançaient tout ça. Enfin, je veux dire, c'était un secret de polichinelle tout de même. Oui, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le connaît, mais peut-être pas les téléspectateurs français. D'accord, oui. Mais cela dit, oui, on a vu aussi, effectivement, lorsqu'il y a eu des manifestations, alors rappelons, donc, il y avait quelques mouvements tout de même qui étaient contre ces manifestants, comme vous l'avez rappelé, qui menaçaient, qui faisaient des discours, donc notamment le secrétaire général du Hezbollah, 2 discours en l'espace de 10 jours pour menacer, avec des mots très menaçants, on peut le dire, en sous-entendu les manifestants de rentrer chez eux, sinon il mettrait l'ordre lui-même, etc. Cela dit, il nous avait habitués à des actes un peu plus directs. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'il fut un temps où il n'avait pas besoin de menacer. Il claquait du doigt et tout le monde rentrait chez soi. Aujourd'hui, il fait un discours, rien ne bouge. Il fait un deuxième, rien ne bouge. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais ça montre sa faillite, tout à fait, parce qu'il est même contesté dans son propre camp. Voilà, on a vu pour la première fois des chiites. Alors que dans les zones chiites, ils claquent du doigt, comme je viens de le dire, et les gens obéissent. Ils claquent toujours du doigt. Oui, mais d'accord, mais il y a des gens dans la rue qui commencent à le... Des milliers. Des milliers de chiites dans sa zone à lui, qu'il tient avec des armes, qui commencent à le contester, ce qui est une première. Oui, tout à fait. C'est une première, mais également, en fait, il faut juste que je rappelle que la plus grande crainte du Hezbollah, c'est quand même une milice qui est bien armée, la crainte du Hezbollah, c'est d'être isolé du reste de la société libanaise et d'être isolé aussi de la vie politique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui, avec la chute il faut rappeler pourquoi, si vous pouvez. Ils n'ont plus leur ministre. Avec l'isolement de toute la société libanaise, ils ne peuvent plus vraiment exercer leur pouvoir de menace. Et c'est ce qui était vraiment une aubaine pour le Hezbollah, c'était son alliance avec le général Aoun en 2006, en fait. C'est ça ce qui a tout chamboulé, les équilibres de force au Liban, parce qu'on voit qu'après 2005 et le retrait des troupes syriennes du Liban, le Hezbollah était très affaibli. Et le tribunal spécial pour le Liban, il l'a pointé du doigt. Il a dit que le Hezbollah, il est directement embourbé dans cet attentat contre le Premier ministre libanais. Alors, il faut rappeler, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas trop bien, parce que la politique libanaise est très compliquée, c'est qu'en 2005, lorsque l'armée syrienne a quitté le Liban, le Hezbollah, comme vous venez de le dire, était affaibli et pour cause. Il se tenait à carreau. Voilà, et pour cause, il était allié avec l'armée syrienne. Et il a eu une aubaine, c'est de s'allier avec le général Aoun, qui est rentré au Liban et qui était parti il était parti en perdant la guerre contre la Syrie, si on peut appeler ça comme ça. Et puis il revient en 2005, il s'allie avec les pro-syriens au Liban, et notamment le Hezbollah. Et en fait, le Hezbollah avait besoin d'un allié chrétien, non chiite, parce qu'il était trop faible tout seul. Et donc le général Aoun et son mouvement lui a servi ça sur un plateau, ce qui lui a permis de se renforcer. Alors, ce qui a permis au général Aoun d'arriver à la présidence de la République. Alors le Hezbollah, ce que vous venez de dire sur les réactivations des attentats, etc., le Hezbollah, on l'a vu depuis quelques jours. Ça, c'est des hypothèses. Oui, mais sauf que les menaces n'ayant pas... Elles sont bien vraies. Oui, non, mais les menaces contre les manifestants n'ayant impressionné personne, on a vu des petites réactions ces derniers temps sur les vieux réflexes de la résistance. Je rappelle juste aux téléspectateurs, c'est que le Hezbollah s'autoproclame un mouvement de résistance contre l'occupant. À savoir l'occupant israélien, sauf que lui a été le plus grand collaborateur de l'occupant syrien, mais enfin bon, donc il y a des occupants au Liban à géométrie variable, et donc le Hezbollah qui est un mouvement, donc qui s'autoproclame mouvement de résistance, ce qui faisait sa légitimité, mais peut-être que les autres ont aussi une certaine responsabilité, parce que moi je lisais la presse libanaise, même ses opposants lui ont cédé à ce piège, ils lui ont reconnu ce statut de résistant, parce qu'on l'appelait la résistance. On a accepté ça pendant des années. Peut-être fallait-il dès le départ
part... ses opposants, ça a été imposé dans les différents discours de candidature des premiers ministres. Oui, mais la presse libanaise, même opposante, le qualifie de résistant. Oui, parce que ça, c'est comme le politiquement correct en France. Il y a des choses à dire à chaque fois, on ne peut pas les contester. C'est rentré dans le vocabulaire. C'est rentré dans le vocabulaire. Au Liban, pour être politiquement correct, il faut dire que le Hezbollah, quand même, il s'est battu contre Israël. Et donc là, c'est la résistance. Il réactive, c'est-à-dire que là, en ce moment, il a perdu beaucoup de sa légitimité parce qu'au lieu de résister... Il est en faillite politique, au lieu de résister aux occupants, il va se battre en Syrie, au Yémen. Enfin, c'est devenu une multinationale qui souvent... Au Bahreïn, il est fortement présent. Un peu partout. Ouais. Et donc, ayant perdu sa légitimité, il essaie de relancer, parce que j'ai lu dans la presse ces derniers temps que tout d'un coup, on parle d'ennemis israéliens, de survol, de résistance, de... Et on traite les manifestants et certains partis d'être des partis sionistes. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment, quand on n'a plus aucun argument politique, on dit qu'ils sont sionistes. Alors j'ai lu dans la presse que le secrétaire général du Hezbollah appelle à un gouvernement non lié aux ambassades. Il fait allusion à l'ambassade des États-Unis, aux ambassades occidentales. Il faudrait peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme lui est le parti le plus lié à une ambassade, en l'occurrence l'ambassade iranienne, peut-être que c'est une bonne idée finalement qu'ils ne soient pas liés. Non, mais ça c'est très psychologique en fait, ça c'est le phénomène de la projection. Parce que lui, il est nourri et alimenté financièrement et en armes par l'Iran, il fait une projection sur les autres. Et oui, vous êtes, c'est la France, c'est l'Occident, et lui, il est anti-impérialiste, c'est les États-Unis. Mais il faut lui dire oui, alors dans ce cas-là, il faut lui dire oui, vous avez raison, pas de lien avec les ambassades, alors pas de Hezbollah dans le gouvernement finalement. Non, mais c'est cette mythomanie de la propagande du Hezbollah qui a dit, eh ben voilà, derrière toutes ces mobilisations, il y a des ambassades, il y a les États-Unis, il y a l'Arabie Saoudite, il y a tout ça, alors que l'Arabie Saoudite, depuis le kidnapping de Saad Hariri, elle a complètement abandonné le Liban. De toute façon, elle n'a jamais eu d'ambition politique. C'était juste un peu le hub, comme on dit, le centre financier des Saoudiens, le Liban. Mais jamais ils n'ont été déstabilisés d'une manière sécuritaire, le Liban. Mais ils ont exercé une certaine influence. Le Hezbollah, il se sert de ces arguments à la mort Malneux un peu pour accuser ses opposants d'être des collaborateurs. Mais ça peut se retourner contre lui, puisqu'il est lui-même lié à l'ambassade d'Iran. Pour moi, c'est le début de la fin du Hezbollah, ce qui se passe actuellement. Parce que sa plus grande crainte, sa bête noire, c'est les contestations intra-chiites. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, ça c'est intéressant parce que... Dans la précédente émission, j'avais reçu Ouchang Nahavandi, donc l'ancien ministre du Shah d'Iran, et je lui avais posé la question de savoir si l'embargo des États-Unis sur l'Iran et les restrictions qu'imposent les États-Unis sur les échanges internationaux concernant l'Iran et ses alliés étaient efficaces ou pas. Il était sceptique. Il m'a dit, mais ça réveille le nationalisme en Iran, ça fait l'effet contraire. Enfin, visiblement, peut-être en Iran c'est le cas, mais au Liban, ça a eu quand même un impact. Parce que rappelons que le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste en Europe et aux États-Unis. Donc ces échanges financiers sont plus que surveillés et limités. Il y a un embargo sur les échanges. Sur les banques, ils ont même fermé des banques au Liban. Les banques libanaises sont contraintes de contrôler ces échanges. Donc l'argent qui vient d'Iran est de plus en plus rare pour le Hezbollah, les armes aussi. Le budget a été réduit de 2 tiers. Alors la force du Hezbollah, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est que comme le Hamas chez les Palestiniens et comme d'autres organisations. Mais il a ses bases à Gaza, le Hezbollah, voilà. Donc, et des tunnels qu'il loue. Voilà, ce sont des organisations qui font beaucoup de social. En fait, c'est comme ça qu'elles se rendent populaires. C'est comme l'idéologie des frères musulmans. Exactement. Il n'y a pas plus Hamas, progressiste et social. Le Hamas étant un mouvement frères musulmans. Donc ils commencent par le social. Ce sont des organisations au départ sociales qui se transforment en politique. Donc ils soignent, ils donnent des salaires, ils éduquent, etc. Et donc c'est comme ça qu'ils se font une base populaire. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et l'argent venait d'Iran, il vient de moins en moins. Et c'est peut-être pour ça que la rue, ce qu'on appelle entre guillemets la rue chiite, s'est révoltée contre les Hezbollah. Peut-être l'argent manquant, la légitimité de la résistance ayant été plus ou moins dissoute, finalement les embargos, ça paye, non ? Oui, mais c'est une des raisons en fait, parce que les chiites commencent à contester même cette idéologie obscurantiste, ils étouffent, c'est tellement hermétique comme idéologie, ça les isole du reste de la société libanaise et l'histoire des chiites n'est pas comme ça au Liban. Elle est complètement différente de toute cette idéologie qui forme un peu le noyau dur de la propagande des mollahs. Ça c'est la première raison, mais concernant le Hezbollah, je note qu'il a un système économique
indépendant de celui de l'État libanais, indépendant de parallèle, celui de l'Iran. on peut dire. Parallèle, voilà. C'est un système économique parallèle. Et je rappelle le trafic d'organes, le trafic de drogue. Tous les trafiquants, ils sont vraiment ils sont répartis dans les 4 coins de la Terre, en Bolivie, en Amérique du Sud, au Brésil. D'ailleurs, Bolsonaro, il a voulu, le président brésilien, il a voulu démanteler toutes les cellules terroristes du Hezbollah, justement parce qu'ils sont accusés de trafic de drogue, mais très grave. C'est un trafic très endémique au Brésil. Et c'est le Hezbollah qui est responsable en tout cas, de tous ces réseaux-là. Au Liban, les plantations de hashish se trouvent dans les régions contrôlées par le Hezbollah. Non, mais là, c'est les drogues chimiques. Vous parlez de c'est drogues plus chimiques, le Keptagon, en fait. Donc, c'est le Keptagon. En Afrique, trafic d'organes. Donc, ils profitent des guerres. Alors, rappelons que la communauté chiite libanaise est très implantée en Afrique noire. Mais ils ne sont pas tous avec le Hezbollah. Mais le Hezbollah a ses réseaux à lui en Afrique. Il a des réseaux en Iran, évidemment. Il a des réseaux partout au Moyen-Orient. Donc, ce système économique parallèle qui a été conçu, ça aussi, ça commence à être vraiment visé par les sanctions américaines. Donc finalement, les sanctions, ce n'est pas toujours ce n'est pas mauvais. Ça peut parfois avoir un résultat positif. Oui, tout à fait. En tout cas, le Hezbollah, d'ailleurs, on parlait de corruption, on ne s'est jamais demandé au Liban d'où vient l'argent du Hezbollah, parce que s'il ne vient pas de l'État libanais de la corruption... comme on vient de le dire, c'est l'Iran et c'est le réseau économique parallèle. Oui, mais comment se qui l'a mis en justifie-t-il place, lorsque la rue... Il ne se justifie pas. Alors, dans son discours, à l'occasion de je ne sais plus quelle occasion, alors... C'est peut-être la libération du Sud ou un de ses discours très incendiaires. Il a dit son index brandi, comme d'habitude, et très fièrement, il a été dire moi, j'affirme et je dis devant tous les Libanais que nous, notre financement, il vient de l'Iran, de la Wilayat el-Fakir, etc. Donc il l'a dit devant les Libanais. C'était un aveu éhonté et sans pudeur. Il a dit moi, mon financement, il n'est pas libanais. Donc laissez-moi tranquille. Donc moi, je reçois mon financement d'Iran. Il est quand même. En même temps, le Hezbollah touche bien sa part du gâteau lorsqu'il y a de la corruption au Liban. Tout à fait. Sinon, il ne l'autoriserait pas. Parce qu'il est dans le gouvernement, parce qu'il est au Parlement aussi. Mais parce qu'il a aussi une puissance militaire menaçante qui fait que si l'on ne partage pas avec lui, l'affaire n'a pas lieu. Non, tout à fait. Donc il est doublement bénéficiaire. Oui, donc l'argent coule à flot finalement pour eux. Mais il paraît, alors je ne sais pas si vous allez me le confirmer ou l'affirmer, que la population chiite en avait aussi un peu marre de voir les dirigeants du Hezbollah de plus en plus s'enrichir et qu'eux-mêmes, en fait, leurs revenus... Ils restent pauvres. L'inflation, parce que finalement, ce sont des citoyens comme tout le monde, donc l'inflation les touche, le risque de dévaluation les stresse, et puis parallèlement, ils voient les cadres du Hezbollah peut-être mener grand train. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. C'est le cas, en effet, et ça a commencé en fait en 2012, quand le Hezbollah a pris la décision de participer à la guerre en Syrie. Il y a beaucoup de combattants, de jeunes chiites qui sont morts en Syrie, des dizaines de milliers. Et ces familles sinistrées, les familles chiites, ont commencé quand même à remettre en question toute cette idéologie très macabre et obscurantiste du Hezbollah. Ils se sont dit, écoutez, moi je donne mes enfants au Hezbollah, il va se battre en Syrie, mais moi je pensais que le Hezbollah c'était pour se battre au Liban contre Israël. Et donc c'est là où l'opinion publique chiite a commencé à se retourner contre le Hezbollah, mais tout ça était d'une manière très larvée, très cachée aussi, parce que le Hezbollah, évidemment, toute voix d'opposition, il la muselait. Mais ça, c'est une tendance qui gagne du terrain dans les milieux chiites, en effet. D'accord. Alors, on arrive à la fin de cette émission et je vous pose une question sur l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir ? Parce que je sais que les Libanais sont des optimistes de façon générale. Alors, parfois des optimistes béats, parfois des utopistes. Certains sont réalistes, mais on n'aime pas trop les réalistes au Liban, parce que c'est un peuple joyeux et parfois la réalité étant pas joyeuse du tout. C'est le moins que l'on puisse dire, joyeux, festif. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne sont pas résilients. Oui, mais c'est peut-être parfois pour cela qu'ils ne sont pas réalistes, parce que la réalité parfois n'est pas drôle. Et donc, vous savez, ce n'était pas très réaliste aux chrétiens qui étaient une pincée au Liban au 5e, 6e siècle. C'était vraiment les premiers siècles. Et après, sous les hégémonies musulmanes, c'était pas du tout réaliste de choisir et de faire le choix de la résistance, de la souveraineté. Ce qu'on n'a pas fait, je le rappelle une fois de plus, les autres chrétiens du Moyen-Orient. Dans la région, tout à fait. Est-ce que ça, c'était réaliste ? Non. Et ces chrétiens sont restés. Et je pense qu'un peuple qui s'est nourri, la terre d'une patrie qui s'est nourrie du sang de ses martyrs,
même si c'est un peu utopiste ce que je dis, ne peut pas faiblir et fléchir face aux pressions très facilement. La situation actuellement, elle réveille beaucoup d'appréhension. Elle est très dangereuse. On peut être face à des attentats, on peut être face à des accidents, à des incidents sécuritaires, mais d'une grande ampleur. En même temps, le peuple libanais, et ce n'est pas pour rien que le mythe du phénix qui renaît de ses cendres, ça existe au Liban, et c'est un ancien mythe phénicien, c'est justement parce que ce peuple incroyable, il a su quand même à chaque fois ressusciter de ses cendres. Ce n'est pas du réalisme, c'est peut-être ontologique au peuple libanais. Oui, mais non, mais ma question c'était, d'abord, est-ce que vous... Alors, tout dépend, qu'est-ce qu'on appelle les Libanais? Parce qu'au Liban, il y a une fâcheuse tendance à ce que chaque communauté qualifie de Libanais sa propre communauté. Je veux dire par là, les chrétiens, quand ils disent les Libanais, dans leur inconscient, ils pensent qu'aux chrétiens. Oui. Les chiites, quand ils disent les Libanais, ils pensent qu'aux chiites. C'est comme si les autres n'existaient pas. Oui. Alors après, quand il y a une caméra occidentale, ils disent « Ah mais non, on s'aime tous, c'est formidable ». Dans la réalité, ils ne s'aiment pas du tout. Dès que l'un tourne le dos... Non, ce n'est pas vrai. Il y a quand même un certain pacte social. Oui, vous trouvez? Parce que moi, j'ai été dans des dîners au Liban où il y avait des gens bien placés de toutes les communautés, mais à peine l'un tournait le dos que l'autre en disait... D'ailleurs, on me prévenait, on me dit, il y a un musulman, fais attention. Quand c'était un chrétien, ben oui, fais attention, ça veut dire attention à ce que tu vas dire. Et j'imagine que les musulmans doivent dire attention, il y a un chrétien, ne dites pas du mal des chrétiens. Parce que dès que l'un ou l'autre tourne le dos, chacun s'empresse de dire du mal de l'autre. Parce que ça, c'est la vérité. Mais chacun ne veut pas tirer avec son flingue sur l'autre. Oui, mais chacun a une définition du Liban qui lui est propre. Et donc, quand je discute avec des Libanais, ils trouvent le Liban formidable parce qu'ils ne voient que leur Liban, c'est-à-dire celui qui habite les quartiers est de Beyrouth. Pour lui, le Liban, c'est Monaco. Enfin, c'est superbe, c'est formidable. Mais sauf que le Liban, c'est aussi des camps syriens à la frontière syrienne, une extrême pauvreté dans certaines villes musulmanes que les chrétiens, très honnêtement, ne connaissent pas trop. Parce que bon, il y a des chrétiens pauvres, mais pas extrêmement pauvres. Si, ça existe quand même. Oui, mais dans une moindre proportion. Non, ça c'est quand on dit ils sont en dessous du seuil de pauvreté, ça touche beaucoup plus les populations musulmanes, soyons honnêtes. Et donc, en résumé, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que le Liban est viable dans cette forme-là, c'est-à-dire de mélange parce que moi je vois la gestion de certaines villes chrétiennes, puisque les municipalités ont eu une petite autonomie depuis peu de temps, une petite décentralisation, minuscule, mais enfin quand même. Et je vois comment elles sont gérées. Et je me dis, mais c'est une observation. Hein. Donc quand je vois des villes gérées par des chrétiens, je les trouve 10 fois mieux, 10 fois c'est très peu, 100 fois mieux gérées que l'État qui est multiconfessionnel. Est-ce que ce n'est pas là la solution, une grande décentralisation ? Non, je pense pas. C'est pas la décentralisation, c'est plus le fédéralisme peut-être. Oui, enfin, je veux dire, quand je dis décentralisation, c'est pour ne pas choquer trop de monde. Oui, non, c'est le fédéralisme. Parce que c'est une insulte quand on parle de fédéralisme ou. Non, mais le Liban, il est déjà fédéral en fait, naturellement. Oui, naturellement, absolument. Oui. Chaque parcelle du Liban correspond à une communauté ou bien à une communauté qui est majoritaire. Donc ça pourrait être une solution, mais il faut vraiment prendre cette proposition avec des pincettes parce que le momentum politique n'est pas à ce genre de revendication ni à ce genre de scénario. Actuellement, la situation, elle est d'une sensibilité extrême. C'est très critique qu'on ne peut même pas proposer des solutions pareilles. Et ce n'est pas pour des raisons confessionnelles, au contraire. C'est pour une meilleure gestion de l'État. C'est pour vraiment décentraliser le pouvoir parce que tout est à Beyrouth, tout est dans les grandes administrations. Et c'est comme ça, en fait, que les oligarques qu'on est en train de pourfendre actuellement au Liban, qu'ils ont eu la main mise sur toutes les institutions parce que toutes les institutions étatiques sont à Beyrouth. C'est ce que je voulais vous dire, c'est quand c'est géré de très près, c'est mieux contrôlé, etc. Mais la corruption est centralisée aussi. À vrai dire, je faisais référence aux villes chrétiennes parce qu'au-delà de la bonne gestion, je trouvais qu'elles étaient, on va dire les choses très honnêtement, elles étaient belles à voir, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines villes musulmanes où on voit des gamins dans la rue, parce que je n'ai jamais vu dans des villes chrétiennes. Voilà. Donc, vous pensez que le fédéralisme serait une meilleure solution politique? Pour mieux gérer l'État, pour mieux gérer les institutions étatiques également, et pour amoindrir quand même les crises intercommunautaires. Voilà, c'est ce. Très bien. Écoutez, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était très intéressant. J'espère que les téléspectateurs ont été éclairés, bien que le sujet soit très compliqué. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis.